Soyez les bienvenus, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Bénibus. Nous sommes le 27 mai, c'est bientôt la fin du mois de mai. Ah oui, alors là ça touche à sa fin. Ah là là, je suis triste. Pas vu la saison passer. C'est mon maire, c'est mon maire, c'est mon main. Mais, oh dis donc, mon mois préféré. Mais Ah bon? Ah oui. Ah ouais. Ah bon? Ouais, j'adore le mois de mai. Je sais pas Pourtant, pourquoi. c'est le mois de Marie, mais ça pourrait être le mois de Cécile aussi. Bah oui, c'est moi le mois de mai, tout renaît, j'adore. Mais ça vous réussit très bien, en tout cas, ma En chère tout cas, Cécile. merci Philippe Bilger. Vous avez reconnu sa voix, il est avec nous. Ça va Philippe? Très bien. Il a l'air en forme. Bérangère Dubuc est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Bonjour. Bonjour Cécile, et moi Bonjour. aussi c'est mon mois préféré. C'est celui où on est en été, où il y a que des ponts, on travaille jamais, c'est mon mois préféré. Je comprends. Philippe David, bien entendu. Dans un instant, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national de Unité Police, sera avec nous dans ces débats jusqu'à 19h. En attendant, le sommaire de cette émission, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dit avoir découvert le sexisme en arrivant en politique et dénonce un club de machos dans la course à 2027. Elisabeth Borne lui a emboîté le pas hier, je cite, « Beaucoup de messieurs, peu de place laissée aux femmes ». En face, 7 candidats déclarés ou pressentis pour la présidentielle, une seule femme, Marine Le Pen, si elle est éligible. Et on vous pose cette question, estimez-vous que la politique est sexiste? Eh bien vous dites non à 55%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi je dis que probablement oui, mais moins qu'avant. Sexiste, Philippe? Pas trop. Pas trop. Bérangère? Je suis une femme et j'ai fait de la politique et à 2000%, oui, la politique est sexiste. Et puis la question du soir, un quart des logements français seulement sont climatisés. Pendant ce temps, la canicule de ce mois de mai bat tous les records. Les écoles ferment, les trains sont immobilisés, les centrales nucléaires peinent à refroidir. À droite, on réclame un grand plan d'équipement. À gauche, chez les écologistes, on alerte. La clim rejette de la chaleur et pourrait faire grimper les villes de 2 à 3 degrés supplémentaires. Et on vous pose cette question, face au changement climatique, faut-il généraliser la climatisation partout en France? Eh bien, vous dites non à 62%. Étonnant. C'est surprenant. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Moi, je dis oui, mais avec des clims made in France. Made in France, Moi je dis non pour régler le problème des retraites, puisque ça fait 50 000 morts depuis 2017 Bah, à au l'absence moins, de c'est clim. radical. Donc ça va être radical vu qu'on fait rien, oui, et si on refuse la clim, on règle les retraites. ah oui. Avec la clim, j'ai le rhume. Ouais. Donc, je suis content. Et le bon Flavio à 17h50. Bonsoir mon cher Flavio. Bonsoir, Comment vous ça allez va? bien? Bah écoutez, je vais très Ah, mais bien. il est là. Très très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on achète? Aujourd'hui, on achète un masque. Je cherchais tout simplement un masque sur un site de plateforme de petites annonces. Oui. Et j'ai trouvé Oui. une annonce, mais finalement, ça cachait quelque chose de particulier, on va dire. Oh bah on écoute, on écoute. Allô? Oui, c'est qui? Ouais, bon, je vous appelle pour la muselière à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible? La muselière? C'est quelque chose qui se porte, c'est pas pour le chien, mais pour faire le rôle du chien. C'est un masque pour faire le rôle du chien. D'accord, ok. Donc on sent qu'on s'est trompé. Hein. Visiblement, on s'est trompé de personnage. On écoutera bien entendu à 17h50 avec le débat du jour. Estimez-vous que la politique est sexiste? Avec Nathalie qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à vous tous. Est-ce que pour vous, elle est sexiste? Oui ou non? Oui. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. C'est Zach qui est avec nous. On revient dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Un coup de chaud, vous avez le bonjour de la RATP. Et c'est comme les TGV, quand il fait chaud, le courant passe plus. Tout va Je bien. comprends tout le va bien. sens de commun dans le transport en commun. Voilà, c'est ça. c'est très commun. C'est très commun et très friendly. C'est-à-dire Ouais, qu'on est c'est très ça. proche. Avec cette question du jour, estimez-vous que la politique est sexiste? C'est ce qu'a dit Yael Braun-Pivet. Eh bien, vous dites non désormais à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 avec un commentaire amusant. Les 56% sont des hommes, bien évidemment. Nathalie de Béziers est avec nous au 0826 300 300. On la prend dans un instant. Tout de suite, c'est le grand débat du jour. Et vous vous êtes retrouvée à l'Élysée, dans des réunions, dans des dîners. Vous étiez une des seules femmes. Alors, quand Elisabeth était première ministre, non, on était toutes les deux. Mais autrement, oui. Les débats de la présidentielle, ça ne choque aucun magazine d'avoir des unes dans lesquelles on vous présente uniquement des candidats hommes.
et dans toutes les instances qui se réunissent pour parler des prochaines échéances, on peut noter qu'il n'y a que des hommes. C'est assez fréquent, mais des dîners, réunions de travail, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon, c'est assez terrifiant. Parce qu'en fait, ce qui me terrifie, c'est d'une part d'être la seule femme, mais deuxièmement et surtout, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Il y a encore du chemin à faire pour avoir une véritable parité en politique. Les vraies voix Sud Radio. Il n'y a pas que des candidats hommes, il y a aussi des femmes, parce qu'il y a Autain, Tourdelier et Artaud aussi. Donc il n'y a pas que des femmes. 0826 300 300, Nathalie de Béziers est avec nous. Nathalie, que pensez-vous de cette question? Estimez-vous que la politique est sexiste? Eh bien oui, moi je pense qu'elle l'est toujours encore, même si des améliorations sont venues depuis la loi sur la parité homme-femme, mais en politique, on le voit encore. D'ailleurs, il y a pas mal de témoignages de femmes politiques, et on sait bien qu'il y a moins de femmes en politique que d'hommes. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, si je me rappelle bien, on n'a que 208 femmes contre 369 hommes. 37%. Voilà, il y en a beaucoup moins. Et c'est palocrate, on va dire, de dire qu'à chaque fois qu'une femme prend la parole, elle est souvent rabrouée, ou bien on s'en prend à son aspect physique, ou bien on laisse supposer qu'il vaut mieux qu'elle retourne à ses casseroles, ou à sa cuisine, ou à ses enfants, lorsque les hommes trouvent qu'elle a des arguments qui ne leur plaisent pas. Et c'est pas facile pour une femme, je pense, d'émarger en politique. Rappelez-vous que le droit de vote des femmes, c'est 1945. Absolument. Ça fait 80 ans. Donc, bon, moi, je suis une femme, je suis pas en politique, mais autour de moi, il y a des femmes, et je vois bien que souvent, lorsqu'elles l'ouvrent un petit peu, et ben les partenaires, les collègues politiques hommes savent leur rappeler que ce sont des femmes et elles n'ont pas toute la connaissance. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire pour qu'une véritable parité, au moins intellectuelle, soit reconnue, parce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est plus bête qu'un homme si on a la même éducation. Et nous, les femmes, je suis pas féministe, attention, je suis pas pour prôner les femmes, les femmes. Je pense qu'une femme est aussi intelligente qu'un homme. Je pense même parfois elle a une double journée, parce que effectivement la nature a fait que c'est nous qui portons les enfants, c'est pas encore les hommes qui les portent. En plus, on a des idées maintenant, on a une éducation, et heureusement en France, ça serait bien de reconnaître qu'on a des compétences. Et pas quand on émet une objection ou qu'on prend la parole, nous dire non mais tu dis n'importe quoi, ou t'as vu comme t'es habillée, ou t'es mal coiffée, ou parfois c'est plus discret aussi, et plus c'est une discrimination un peu biaisée. On va faire des allusions sur tu as obtenu une faveur, t'as mis une robe, ou voyez, pour dire que c'est pas votre compétence qu'elle faut obtenir quelque chose, mais c'est que vous avez triché au niveau sexe, vous avez fait de l'œil à quelqu'un pour obtenir une faveur. Et ça, on le fait pas vraiment quand il s'agit d'un homme. Enfin, voilà mon sentiment. On va faire réagir autour de cette table, Philippe Bilger. Alors, d'abord, il me semble que c'est à cause d'une parité grotesque que les femmes ont le sentiment d'être discriminées dans le mauvais sens. Encore une fois, ça ne me gênerait pas qu'en politique, il y ait plus de femmes que d'hommes. Mais en tout cas, l'égalité créée à la force de la volonté démocratique n'a aucun sens. Deuxième élément, pour fréquenter beaucoup de politiques, il me semble que la vision de Nathalie est un tout petit peu caricaturale, parce que aujourd'hui, la volonté de réduire les femmes à un rôle subalterne est beaucoup plus subtile qu'elle ne le dit. Et beaucoup de politiques disent aujourd'hui que lorsqu'il y a un arbitrage à faire, généralement, paradoxalement, c'est la femme qui va l'emporter, précisément parce qu'on a très peur aujourd'hui de tomber dans un refus de l'égalité. Et donc, je pourrais continuer, ma chère Cécile. Je trouve le sexisme, si le sexisme, c'est refuser qu'une femme obtienne un poste alors qu'elle a une compétence indéniable, je crois que ça n'est plus totalement vrai. Jean-Christophe Couvi.
Déjà, la politique, c'est un milieu violent. Effectivement, quand on regarde un peu l'histoire de la politique, c'était plutôt les hommes, effectivement. Mais je trouve que les femmes font un bond en avant quand même, s'intéressent beaucoup plus à la vie aussi de la communauté. Leur indépendance a fait que, justement, elles peuvent plus s'engager aussi politiquement. Et petit à petit, elles gagnent du terrain, et tant mieux. C'est la loi Rixain aussi qui impose notamment dans des conseils d'administration, dans les services, etc., une parité, et on tend sur les 40% obligatoires déjà de présence féminine. Il y a aussi, par exemple, dans la finance, quand on fait l'investissement socialement responsable, et notamment sur la gouvernance, on impose, des fois, on vote dans les assemblées générales contre, justement, le peu de places qui sont faites aux femmes, et on demande à ce qu'elles prennent plus de place, notamment dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Et après, j'allais dire, aujourd'hui, il y a des femmes, moi, qui me chagrinent dans la politique. Quand je regarde côté LFI, franchement, ça me raccorde pas forcément avec ce que j'attends de femmes politiques ou d'hommes politiques. Quand c'est des hurlements toute la journée avec toujours la même logorée, je suis un peu... LFI, c'est pareil, hein. Si vous écoutez que ça soit une femme ou un homme chez les filles, c'est pareil. Oui, c'est ça. Ah oui, mais ça là-dessus, dans cette constance, hommes et femmes, même combat. De faire du sexisme, là. Il n'y a rien pour les filles. Au contraire, je suis plutôt contre. Mais chez les filles, c'est autant les hommes que les femmes. Oui, ils ont la même constance. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et moi, j'ai deux filles, dont une qui me dit, qui est grande, qui fait hippocagne, là, et qui me dit, papa, moi, je suis féministe, mais attention, le féminisme, c'est pas avoir plus de pouvoir que les hommes, c'est d'avoir les mêmes droits. Ouais, et donc, déjà, elle rétablit un peu la limite, et surtout la deuxième qui fait du football, et là elle passe son brevet de troisième, et maintenant ils font des oraux. En fait, ils proposent une soutenance, et c'est sur la place de la femme dans le football, parce que justement elle fait du foot et elle s'estime lésée, parce qu'elle me dit, quand je vois que les hommes ils ont toujours les beaux stades, ils ont toujours les meilleurs créneaux horaires, etc., et nous les filles on est toujours relégués. Donc les enfants le voient ça, et donc je compte sur ces générations pour faire encore plus bouger les choses. Alors moi je suis féministe radicale, hein. Moi je pense que les femmes n'ont pas de pénis, je suis contre la GPA et je suis féministe. Et d'abord, je rappelle que féministe, c'est large, on peut être catholique, mère de famille nombreuse, tradie et féministe, et je me revendique féministe. Bien sûr que la politique est sexiste. Aujourd'hui, un homme de gauche, Hervé Joly, chercheur au CNRS, a dit à Marine Tondelier, qui voulait faire une assemblée des enfants, elle cherche à faire garder son futur bébé ? LOL, ça c'est du sexiste, on l'aurait pas dit à un homme. J'ai été candidate chez Nouvelle Énergie aux législatives, je lui ai fait le meilleur score. Réunion Nouvelle Énergie Montpellier, ils ont invité 5 hommes, je n'étais pas invitée, que des hommes. Ça, c'est le sexisme en politique. Quand je mets des posts politiques sur Twitter, j'ai des commentaires, beaucoup des mecs de gauche, regardez comme t'es moche, ça fait trop de la peine, regarde ta gueule de vieille, connasse de bourgeoise, je plains tes mômes, qui te baise. On ne dit jamais ça à un homme. J'en ai des milliers des commentaires comme ça. Et la dernière chose qu'on vit en politique, nous, en tant que femmes, en fait, c'est qu'on subit en permanence un mansplaining. Le mansplaining, c'est quand un homme pense qu'il sait mieux que vous parce que c'est un homme. Je dirige un syndicat national des courtiers. Quand je suis allée à la Banque de France, Villeroy de Galhau a donné tout de suite la parole en premier à l'homme qui était à ma droite. J'ai dit, excusez-moi, c'est moi qui mène la délégation. Il m'a dit, oui, mademoiselle. J'ai dit, non, c'est madame. Ça, c'est de la base. Il m'appelle mademoiselle, j'ai 40 ans bien tapé, et il donne la parole à un homme. Ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est des petites choses qui vous paraissent pas... Peut-être avec-il un problème de lunettes. Ma mère est bûcheron. Elle dirige le syndicat des métiers forestiers en Occitanie. Ma mère est bûcheron. Elle est forestière. N'importe quel citadin qui la voit couper un arbre passe et dit, madame, vous devriez faire attention, c'est pas comme ça. Ça me fait mourir de rire. Ma fille de 17 ans, et je pense à toi, Sixtine, fait de la boxe taille depuis qu'elle a 5 ans. N'importe quel mec de la classe lui dit qu'il la bat s'ils font de la lutte. Et bien sûr qu'elle va gagner. Un homme se croit plus fort qu'une femme en général dans un métier qu'il ne maîtrise pas. C'est le mansplaining. Et en politique, c'est sexiste. J'ai été dans une liste municipale. On m'a demandé 10 fois si la tête de liste m'avait baisé. Mais tout le temps, c'est genre de vulgarité. On n'est pas obligé de dire ça. Mais c'est les mots qu'on vous dit, cette vulgarité, vous la prenez de manière langagière. C'est du sexisme en politique. Et on me demande souvent comment ton mari supporte que tu fasses de la politique, que tu ailles à la radio, que tu partes. Mais on ne demande pas à un homme comment sa femme supporte. La société est sexiste, la politique est éminemment sexiste. Alors, je vais vous dire une chose, sur les réseaux sociaux, on se fait attaquer pour son physique, qu'on soit un homme ou une femme. Moi, j'ai été traité de chauve, de gros, comment je pourrais trouver une gonzesse. J'ai lu des trucs comme ça. Est-ce que prendre taillot? Oui, alors donc, sur les réseaux sociaux. Votre femme est ravissante. Merci. C'est pour ça que nous allons bien ensemble. Et donc, ça, sur les réseaux sociaux, c'est un dépotoir, en particulier Twitter. Oui. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Bon, en revanche, c'est vrai qu'il y a
encore, je pense, du machisme en politique. Moi, je crois que ce qu'il a manqué à la France, malheureusement, c'est d'avoir... Je vous prends un exemple, un pays qui est proche de nous, le Royaume-Uni, même si certains disent que c'est nos ennemis héréditaires. Le Royaume-Uni, il a déjà eu 3 femmes premières ministres. Alors, une, ça a été très éphémère, c'était Liz Truss, mais ils ont quand même Margaret Thatcher, qui a été probablement la plus grande première ministre de la deuxième moitié du XXe siècle au Royaume-Uni. Le plus remarquable du gouvernement. Ah oui, mais elle était beaucoup... Mais d'ailleurs, vous savez, rappelez-vous, sous Giscard, certains disaient que le seul homme du gouvernement Barre s'appelait Alice Saunier-Saïté, ce qui ne manquait pas d'humour. D'ailleurs, c'est bizarre de parler d'un homme d'une femme puissante. Oui. Vous voyez, une femme puissante, on dit c'est un homme, c'est pas un homme, c'est une femme puissante. Mais je suis bien d'accord. Moi je crois qu'il faut. Moi je crois que les femmes ont des talents que les hommes n'ont pas, notamment en termes de management, etc. Mais je pense que les hommes aussi ont des atouts que les femmes n'ont pas. Et alors, la parité. Le problème, c'est que avec le scrutin majoritaire, tout le monde joue dessus parce qu'on donne aux femmes les circonscriptions imprenables, chose qui serait réglée avec la proportionnelle. Ce serait un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. Donc on aurait un parlement à 52-48 ou 51-49, voilà. Juste une petite, un petit mot, c'est pour dire que sur le gouvernement, les deux gouvernements, en tout cas les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, 89 femmes ministres et 92 ministres hommes. Donc on est quand même... dans la parité. Oui, on est quand même dans la parité. Première ministre, ça veut dire que les Madame choses Borne, avancent. Mais la parité, c'est pas forcément l'égalité non plus. C'est compliqué. Philippe Bilger qui est quand même remonté comme une pendule. Mais Bérangère, vous prenez des anecdotes qui vous concernent. Mais non, ça concerne pas les femmes politiques. Ça ne démontre pas que, globalement, il n'y ait pas un immense progrès dans l'égalité des hommes et des femmes, et pas seulement en politique. Regardez à quel point... on part de loin. Mais bien sûr, on part de loin, mais donc il ne faut pas brosser un tableau comme ça, un petit peu apocalyptique, à partir de n'importe quel épisode qui vous donne l'impression d'être discriminé. Franchement, il ne faut pas voir en permanence une offense de la part des hommes à l'égard de vos comportements. Je me considère pas comme une victime. Moi, je suis pas une victime, je suis une combattante. Donc je me considère pas discriminée. Je ne suis pas discriminée. Mais comme Ségolène Royal, comme toutes les femmes. Non, mais ce que vous attribuez à certains hommes n'est pas une généralisée, c'est d'autres hommes. Non, mais c'est pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. C'est not all men, but derrière all men. C'est la phrase des féministes. Ce n'est pas tous les hommes, mais il y a ça. Ségolène Royal a eu ça sur les enfants. Dans ma carrière, j'ai eu plus de problèmes avec les femmes qu'avec les hommes. Je vous le dis. Oui, mais des remarques sexistes, vous les avez vues que d'hommes, Cécile. Sur votre physique, vous êtes ravissante, ce genre de trucs, vous les avez que d'hommes. Mais vous avez la même chose avec les femmes. Elle est trop petite, elle est moche, elle a vieilli. Regardez Alice Cordier, le truc qu'il y a eu sur le sketch de Nova sur son front, Ercilia Soudé, les flots qu'elle prend sur son physique. Alors que ses idées sont suffisamment... Mais parce qu'elle dit beaucoup de bêtises aussi. Mais pourquoi on parle de son physique? Ça ne justifie pas. Ça justifie pas. Jamais le physique. Mais non. Le physique. Jamais le physique. C'est pas parce que quelqu'un dit des débilités qu'on doit s'en prendre à son physique. Ah non, mais bien sûr. Mais je veux dire, lorsque Cécile, on lui a dit qu'elle était ravissante, à partir du moment où elle intervient dans les débats, moi je n'y vois aucun inconvénient là-dedans. Ah, mais moi ça m'arrive avec mes collègues. Quand je dis aujourd'hui t'es tout en beauté, etc. Non, t'as pas à me dire ça. T'es juste un collègue. On est des collègues. Ça veut dire que les autres jours tu dois pas regarder en tant que femme, mais en tant que collègue. Mais je te jure, il y a des fois où quand tu laisses ta place à quelqu'un et que la personne te répond. Oui, non, je comprends. Mais il faut apaiser les choses. Moi, ça m'arrive de dire ici au bureau, tiens, t'es beau mec aujourd'hui. Enfin voilà, c'est pas pour ça que voilà. Il faut rééquilibrer. C'est-à-dire que quand je vous écoute, ça part dans une hystérie. Et à l'inverse, et il faut surtout pas faire ça. Surtout pas. Je peux comprendre que ce soit difficile. Moi, j'ai eu des remarques sexistes aussi, mais j'ai eu des remarques terribles venant de femmes. Terribles. Parfois même pire. Donc c'est de la jalousie. Voilà. Mais oui, mais c'est pas la même chose. Bah oui, mais c'est aussi violent. C'est aussi violent. Se faire appeler culbuto ou le dodu, c'est sexiste ou pas? Et Nathalie, puisque vous me posez la question et je vais vous répondre, le nombre de femmes qui m'ont dit que j'étais là parce que j'avais couché, c'est sexiste. Je suis désolée. Mais c'est clair. Et ça vient. Mais peu importe. Bah non, c'est exactement la même chose. Mais le sexisme, laisse-moi finir, s'il te plaît. Que ce soit un homme ou une femme qui me le dise, c'est le résultat qui compte en fait. C'est la méchanceté et l'horreur. Et je trouve que il faut rééquilibrer et arrêter de dire qu'aujourd'hui, alors je vais utiliser le mot en marche, mais je trouve que les choses évoluent et changent tout doucement. Donc si à chaque fois il faut taper dur, ça devient compliqué. Si vous dites qu'on est en marche, c'est qu'on est en pleine renaissance.
Oh, là jolie. là. Elle est bonne celle-là. Voilà, en tout cas, c'est un vrai sujet. Mais en plus, C'est un vous sujet dites avec passionnant. votre cœur, parce que vous êtes quelqu'un, je le dis, pour ceux qui vous connaissent pas personnellement, d'extrêmement bienveillant. Oui, Et ça, quand on vous connaît pas, quand on connaît Voilà. pas les gens, c'est Non, mais j'essaye de. Alors, je vous dis, je me trompe parfois, mais j'essaye d'être juste. Oui. Voilà, il y a des choses qu'il faut dire. Et encore, je répète, les femmes ont été plus dures avec moi que les hommes ne l'ont été. Et Ils ont culbuto, été c'est plus- sexiste ou pas? C'est méchant. Vous C'est n'avez vrai pas que j'ai répondu des- à ma question. Pour ça, j'en ai profité. Vous pouvez aller à la direction, à la DRH. Ah, mais Je mon vous badge laisse. marche plus. Allez, merci beaucoup Nathalie, bien entendu, pour ce débat. Dans un instant, seul contre tous, Bérangère, vous dites il faut adapter le montant des bourses aux filières utiles à la société. Et Jean-Christophe Couvi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron pour sonner la mobilisation générale pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures. Allez, oui. restez C'est peut-être la avec seule nous. fois où je serais d'accord, mais je suis d'accord. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec la nuance, ce soir, c'est Philippe Bilger. Vous êtes adorable, c'est un grand compliment. Bah, c'est- Rappelez-vous c'est ce que disait Jean Birnbaum, le courage de la nuance. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais. Elle est remontée comme une pendule. Bérangère Dubu est avec nous et Jean-Christophe Couvi, Philippe David bien entendu. Et vous au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Et tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul Contre tous. Et Bérangère, vous dites qu'il faut adapter le montant des bourses aux filières utiles à la société. Tout à fait. Je pense qu'il faut moduler aujourd'hui le montant des bourses pour les élèves, c'est-à-dire quels que soient leurs échelons, qu'au sein de l'échelon, il y a une modulation en fonction des besoins. La bourse, en fait, c'est pas juste un don social, c'est également une contribution du contribuable à l'éducation dans l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, on a des filières qui sont réellement en désespérance. On forme 30 à 40 000 ingénieurs par an. Il en faudrait 100 000 jusqu'à 2035. Ouais, Donc, c'est on vrai. manque d'ingénieurs. Aujourd'hui, on manque de techniciens dans certains métiers, etc. Donc, moi, je propose de moduler les bourses avec des bourses sur un plafond surélevé de 20%, quel que soit votre échelon dans ces métiers, et dans les sections qui ne sont pas du tout en tension, où il n'y a pas d'emploi, qu'on puisse les diminuer. C'est un petit peu la contribution également qu'il faut faire du citoyen pour l'éducation et des élèves. Il faut rappeler que dans ces milieux, vraiment la souveraineté française, on en parlera après, hein, mais dans l'énergie, dans tout ça, si on veut être souverain, il faut qu'on ait des ingénieurs. Si on fait venir des ingénieurs étrangers dans nos industries spécifiques, on est vraiment. Donc pour moi, je suis pour ça. On va retrouver une égalité, parce que l'égalité, c'est pas donner pareil à toutes les filières finalement. L'égalité, c'est pas que le pays aille bien en ayant nos besoins qui sont remplis. Donc demain, tu es ingénieur, tu as 20% de bourse. Tu es en sociaux, tu as 30% de bourse en moins, parce que par exemple dans les problèmes climatiques, on a besoin d'ingénieurs qui font des clims et pas d'étudiants qui se collent la main sur du bitume, je pense. Donc voilà, je suis pour ce projet-là de venir un petit peu à la raison. Ma chère Bérangère, le problème de ce seul contre tous, et il y en a peut-être d'autres comme ça, c'est qu'on ne peut qu'être d'accord avec vous. Autour et de donc, cette c'est table. très difficile d'inventer. C'est pas comme le féminisme, hein, là où on était en désaccord. Là, je trouve que votre point de vue, et vous rentrez dans le détail, est très pertinent, même s'il n'est pas accepté par tout le monde, parce que probablement on estimerait de la part de certaines personnalités un petit peu idéologues qu'en réalité il ne faut pas mêler l'efficacité aux études ou à certaines filières. Mais je suis navré, je suis d'accord avec vous. Zut, nous sommes d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord. Ah, ouais. Mais moi, je vais pas être d'accord non Voilà, plus. Allez-y, je suis cher pas ami. d'accord parce que pour moi les bourses, alors déjà tout le monde n'a pas de bourse. Hein. Moi j'ai une fille qui fait des études, elle n'a pas de bourse. Donc déjà il faut faire le distinguo. C'est pour ça que vous êtes contre. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, mais de toute façon. Non, mais surtout, c'est qu'en fait, il faut inciter en amont. Parce que c'est comme si on disait, je vous donne de l'argent pour être dans telle filière. Voilà. Mais je suis désolé, il y a des enfants qui ont envie de faire une filière parce que ça leur plaît. Il faut donner cette envie d'aimer telle et telle filière. Et après, effectivement, il y a un coup de pouce pour aider. Là, je suis d'accord. Mais si vous faites le distinguo en faisant un bonus, en disant je te donne de l'argent mais j'en en retire à d'autres parce qu'il faut telle et telle filière, je trouve qu'on se trompe un peu parce qu'on va faire des enfants qui vont y aller sans vraiment sens. Ou d'autres, des enfants qui n'auront pas de boulot aussi. Et qui n'auront pas de boulot. Alors, moi, j'irais plus loin que Bérangère Dubu. On va peut-être m'accuser de ne pas être dans la nuance, mais tant pis. Moi, je suis pour zéro argent dans des filières qui ne mènent à rien. J'ai cru le comprendre. Je suis pour qu'on ferme les filières qui ne mènent à rien. On a un peu plus de 300 000 étudiants en sciences humaines et sociales, sur sociologie et tutti quanti. On manque d'ingénieurs.
excusez-moi, mais je vais pas me donner de l'argent pour aller faire de la sociologie, même si on fait un numerus clausus en disant il y a 300 postes de profs de sociaux, on met 300 ou 350 étudiants, j'ai pas envie de subventionner quelque chose dont on n'a pas un besoin immédiat. Moi, j'estime qu'il faut tout revoir, mais il y a tellement de domaines où il faut tout revoir de A à Z, et il faut pas subventionner il faut supprimer les filières où il n'y a pas de débouchés, et Dieu sait s'il y en a. Hein. Vous savez quand même que la France produit plus de psychologues que l'ensemble des autres pays européens. D'accord ? En sociologie... quand on vous écoute, c'est normal. Hein. Votre point de vue est très dangereux tout de même, Philippe. Non, mais sérieusement, le maximalisme par rapport au point de vue de Bérangère me paraît un peu excessif, parce qu'au fond, imaginons que dans ces études de sociologie, miraculeusement, il y a quelqu'un qui tout à coup sort de l'ordinaire et un jour honore la France par ses études. Vous ne pouvez pas décréter comme ça que vous abandonnez toutes ces filières de sciences humaines. Je les abandonne pas. Je réduis à 1000 étudiantes, 2000, 3000. Mais maxi. Ah oui, mais comme ça, on aura un enseignement supérieur, et je crois que on prend un peu le problème à l'envers. Ça commence avant. Il y a 96% d'une classe d'âge au bac. En Allemagne, l'Abitur, qui est le bac allemand, mais il n'y a même pas 50% des élèves qui l'ont, je crois. Par contre, ils vont en apprentissage à l'âge de la 4e, 3e, et ils ont du boulot, ils gagnent bien leur vie. Donc, plutôt que de faire de la petite couture, il faut y aller... à la tronçonneuse. Voilà, à fouet, là. Moi, même si j'avais voulu, je pense pas que j'aurais pu devenir ingénieur. En fait, on peut pas dire à des gens, tu vas être ingénieur, toi tu vas faire des mathématiques, etc. si t'as pas l'appétence pour la matière. Oui, mais là c'est un exemple. C'est un exemple. Mais certains... Je vous arrête. En médecine, on a plein de gens qui vont en école d'infirmier ou d'infirmière parce qu'ils n'ont pas réussi médecine à cause du numerus clausus. Donc je veux dire que des ingénieurs, si on veut, on les a. Donc là, mais il n'y a pas le nombre de places d'étudiants. L'idée, c'est de mettre un nouveau numerus clausus. Ah non, oui, bien sûr. Parce qu'on limite à 1000. Non, mais j'ai dit, c'est un chiffre à la cantonade. C'est peut-être de mettre un peu plus d'argent sur des filières qui portent. Pour des filières où vous êtes sûr d'avoir un métier d'avenir. Il faut travailler en amont. Les gamins dans les écoles, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. À 14 ans, on leur demande déjà de savoir ce qu'ils veulent faire. C'est là-dessus qu'il faut leur montrer des métiers. Il faut aller déjà. Alors c'est bien, on leur fait faire des stages en entreprise. Il faut leur expliquer, leur montrer des métiers. Et il y en a certains, il faut les accompagner en fait. Eh ben c'est à vous de parler, Jean-Christophe. Je trouve que vous parlez beaucoup aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron de sonner la mobilisation générale pour réduire notre dépendance aux hydrocarbures? Eh ben oui, regardez aujourd'hui, en fait, on dépend à 60% du pétrole étranger. Donc du coup, à un moment donné, il va falloir aussi prendre la mesure pour l'avenir. Et si on parlait tout à l'heure, on parlait de souveraineté nationale, eh bien, il va falloir passer un jour à l'électrique. Et aujourd'hui, on produit beaucoup d'électricité. Et en fait, l'électricité, ça représente que 27% de la consommation finale de l'énergie en France. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à utiliser notre électricité. Et pourtant, c'est pas cher. C'est 55 €, j'ai vu, le mégawatt. 93 € en Allemagne, 107 € en Italie. Donc en fait, on a une électricité qui est pas chère, mais on sait pas l'exploiter assez, parce que ce qui compte, c'est la transition. C'est qu'on a un but, un objet, on veut aller effectivement sur de la décarbonation, sur une transition énergétique et environnementale, c'est comment on y arrive. Et on regarde la ZFE, c'était terrible, parce qu'encore une fois, c'était pensé par des gens à faible émission, c'était pensé par des gens qui ne parlent pas justement aux gens de terrain. Vous inquiétez pas, ça va peut-être revenir, parce que le Conseil constitutionnel, mais ils vont se replanter encore quand même, parce que la colère va être là. Et donc du coup, c'est ça, moi l'idée, en fait, encore une fois, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est ça. Et par exemple, dans l'Allier, il y a une mine de lithium, c'est le 4e gisement mondial qui a été découvert, et qu'est-ce qu'on va faire? On y va pas, on exploite pas. Bon, les Chinois, ils vont pas se poser la question. Voilà. Et nous, on se pose encore ces questions. Et donc, la souveraineté énergétique, ça passe par ça. Donc, il faut exploiter le lithium, ça fait des batteries, et derrière, on peut avoir des voitures. Et je crois que c'est Stellantis, là, qui va investir 1 milliard d'euros, justement, dans la recherche pour faire des voitures électriques, mais encore une fois, des voitures qui ont de l'autonomie. Aujourd'hui, vous prenez une voiture électrique, vous faites 300 km sur l'autoroute, vous êtes en rade. Et comme ça, on pourra avoir des ingénieurs. Je n'aurais garde de vous contredire pour deux raisons. D'abord, c'est évident ce que vous dites, et Emmanuel Macron a tout à fait raison de le proposer. Et puis il est tellement rare d'entendre dire du bien d'Emmanuel Macron que ça me fait plaisir, et je ne vais pas durer longtemps. Vous contredire. Voilà. Comme j'ai dit, je suis pas d'accord avec tout, mais avec ça, non, mais c'est bien, ne vous excusez pas, surtout. Alors moi, ce que j'adore, c'est qu'Emmanuel Macron se réveille à 1 an de la fin de son 2e mandat.
Bon, pendant 9 ans, il aurait peut-être pu y penser. Alors déjà, moi je vais dire une chose, ça m'amuse Emmanuel Macron qui parle de politique énergétique. Qui ferme quand on a fermé Fessenheim pour dire après, finalement, on va refaire des réacteurs nucléaires mais plus petits. Bref, c'est un gloubi-boulga imbuvable, c'est tout et n'importe quoi. Gouverner, c'est prévoir, disait Louis XIV. On peut dire qu'en termes de prévision sur la politique énergétique, Emmanuel Macron n'était pas franchement Madame Soleil, si tant est qu'elle avait beaucoup de talent pour voir l'avenir, moins que notre ami Alexandre Delovan, ça va de soi. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, on pourrait le faire depuis 10 ans. On en parle combien de fois ? On a mis des millions d'hectares en jachère. On devrait faire comme les Brésiliens, rouler à l'alcool. À l'alcool qui serait, pas de la canne à sucre pour les questions de climat, sauf peut-être dans les dom-toms, mais rouler à l'alcool de betterave, à l'alcool de tout ce qu'on peut faire pour rouler nos voitures. Mais on l'a pas fait. Et ça, c'est criminel. On n'y a pas cru. Donc, les gens qui font la leçon à 1 an de quitter le pouvoir, je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Mais il ne fait pas la leçon, Philippe, objectivement. Ah si, il la fait toujours. Non, n'exagérez pas. Ah non, j'exagère pas. Il a déjà un plateau suffisamment chargé sur le plan du passif. Non, mais on sent que ça va être son futur cheval de bataille après les présidentielles. De toute façon, j'ai peur que Hormuz nous ait montré quand même qu'il fallait bien le faire avant, et vous aviez raison. Ah, mais c'est clair. Et que vaut mieux tard que jamais, vous savez. On fait comme ça ? Voilà. Vous aviez un truc à dire ? Mais non, on n'a plus le temps, Cécile. On n'a plus le temps. J'obéis. Si vous avez 1 minute. Juste, le problème de la France, c'est qu'on est dogmatique, c'est tout ou rien. Et en réalité, ce qu'il faut, il faut un peu de nucléaire, il faut peut-être un peu d'alcool pour les moteurs, il faut de la géothermie. Il faut qu'on soit multiple. Et en réalité, en France, d'un coup, on dit on fait que des voitures électriques, on arrête les voitures moteurs, ce qui est absurde. Et puis derrière, on va dire on va tout faire en géothermie, mais ça marche pas partout. Le jour où on aura la mesure et qu'on aura des ingénieurs plutôt que des gens dogmatiques, ça ira sûrement mieux. Tout est lié. Oui, mais Bérangère, parce que l'action impose le choix. Ouais, absolument. Vous voyez que la nuance, ça vous va très bien finalement. Allez, vous restez moi, avec je suis nous. dans la nuance tous les jours. Vous avez des indignations plus ou moins atténuées. Il y a juste quelques sujets qui me tendent. 50 nuances de Bérangère. C'est ça. Vous pouvez parler, vous. Allez, dans un instant, l'info en plus. Toulouse va lâcher des milliers de moustiques tigres pour lutter contre les moustiques tigres. Ah oui, c'est hyper original. Elle est étonnante cette question, cette phrase. Et on va tout vous expliquer dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Notre Philippe Bilger, il a du fil à retordre aujourd'hui. Oui, mais tant mieux. Tant mieux. Avec Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'Union des intermédiaires de crédit. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national de Unité Police. Et puis mon Philippe David, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Écoutez bien cette phrase, Toulouse va lâcher des milliers de moustiques tigres pour lutter contre les moustiques tigres. Et oui, c'est une vraie info. Il y a un reportage, on vous en parlera avec Christine Bouillot sur Radio qui est disponible sur nos réseaux pour bien comprendre aussi ce qui va se passer. Romain Lasseur est avec nous, docteur en toxicologie animale, expert en faune invasive et co-auteur de La guerre contre les espèces invasives aux éditions du Rocher. Bonsoir Romain Lasseur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, on a envie de comprendre concrètement comment aujourd'hui, en intégrant des moustiques tigres, on peut en tuer d'autres. Alors oui, effectivement, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est une technique qui existe déjà depuis très longtemps, qui s'appelle la technique des insectes stériles. Donc on lâche des insectes stériles, des mâles stériles, puisqu'il s'agit des mâles qui ne piquent pas, puisque je rappelle simplement que seule la femelle fait des repas de sang. Attention, c'est sexiste. Non, rien de sexiste dans mes propos. Plusieurs techniques, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, on va aller lâcher des milliers, voire peut-être des millions de moustiques. Ça nécessite un élevage de moustiques mâles, là en l'occurrence de moustiques tigres mâles, qui sont stériles. Alors, comment ça fonctionne ? Comment on stérilise un moustique ? J'imagine que c'est pas un par un. Oui. Non, il y a plusieurs techniques, notamment les rayons X, qui permettent effectivement de neutraliser les organes de reproduction du moustique, mais aussi les équiper d'un pathogène qui s'appelle Wolbachia, qui réduit la transmission des virus ou qui empêche la reproduction. Là, en l'occurrence, pour les moustiques de Toulouse, c'est plutôt l'utilisation des rayons X qui a été choisie pour stériliser ces moustiques.
Mais excusez-moi, comment est-ce qu'on fait pour les passer au rayon X? On a tous passé déjà une radio, donc un rayon X. Comment est-ce qu'on fait pour passer des millions de milliers de moustiques? J'imagine que ce sont les larves, non? Oui, comment ça se passe, que c'est impressionnant? On fait passer des rayons X, effectivement. On fait passer des rayons X dans des grands volumes dans lesquels on élève ces moustiques, qui permet effectivement que ces moustiques deviennent stériles. Et une fois qu'on les lâche, malgré le fait qu'ils soient encore compétents pour se reproduire avec les femelles sauvages qu'ils vont rencontrer sur le terrain, eh bien, il n'y aura pas de descendance possible puisqu'il n'y aura pas de transmission de matériel sexuel entre les moustiques. Et donc, à long terme, on espère une chute de cette population de moustiques. Mais ça veut dire que les femelles vont être quand même fécondées avec des œufs qui seront inopérants, c'est ça? Alors, fécondé, effectivement, de ce qui s'apparente à des spermatozoïdes qui seront non compétents, en fait. Donc oui, la reproduction peut avoir lieu, puisque le moustique, quand bien même il est stérile, il a toutes ses capacités à pouvoir se reproduire. Et par contre, il transmet un matériel qui est complètement stérile, donc une incapacité de rendre les œufs fécondés de la femelle qu'elle va ensuite pondre. Donc en fait, ça va donner une descendance qui est complètement stérile, quoi. Enfin, en tout cas, qui ne pourra pas vivre. Alors, ça veut dire que quand on se projette, on pourrait éradiquer l'espèce? Ou en tout cas la réduire largement? Sur le papier, c'est joli. Néanmoins, ça nécessiterait que ce soit fait sur l'ensemble du territoire, que ce soit fait de manière répétée. Et quand vous voyez à la logistique de ces opérations-là, c'est joli sur le plan marketing, mais ça coûte énormément d'argent, ça nécessite de l'élevage de millions de moustiques. Et donc, en fait, c'est souvent cantonné à certains territoires, là en l'occurrence autour d'un cimetière à Toulouse. Mais par contre, c'est difficilement réalisable sur la totalité du territoire. Et il y a une chose qu'il faut savoir, effectivement, c'est que ce moustique tigre, qui vous pique chez vous, il est né dans les moins de 150 mètres de chez vous. Donc s'il y a des points de lâcher qui ne sont pas couverts, eh ben en fait il y a des femelles qui vont s'accoupler avec des mâles qui resteront sauvages, et donc la dynamique de l'espèce restera intacte sur le terrain. Donc ça veut dire que c'est un travail de très grande ampleur sur une très longue durée. Et quand on voit effectivement les actions qui sont menées sur le territoire, c'est souvent des actions très momentanées qui ne sont pas suivies, en tout cas pas suivies dans le temps, quoi. Ouais, c'est dommage. Bérangère. J'ai une question, s'il vous plaît. Bonjour. Ça a été fait à Montpellier fin 2025, cette technique, et on annonce des résultats pour la fin 2026 avec une baisse de la population. Est-ce que vous savez ce que ça a donné, puisqu'on est au mois de mai? Ça fait déjà 5 mois, ça avait été fait, je crois, en fin d'année, en décembre. Est-ce que vous savez ce que ça a donné chez nous? Alors, en l'occurrence, de manière très naturelle et saisonnière, on observe une chute des populations de moustiques en début d'automne jusqu'en fin d'hiver, puisqu'en fait, Santé publique France aujourd'hui commence sa surveillance moustique au 1er mai jusqu'au mois de novembre. Ça signifie que on a de toute façon, de manière saisonnière, une chute de moustiques l'hiver. Donc ça n'a rien d'étonnant, et donc il ne faudrait pas attribuer ces résultats à cette technique-là. Mais malheureusement, les résultats, on les verra sur plusieurs années. On peut pas avoir des résultats aussi rapides avec finalement une technique qui s'inspire de la nature, finalement, qui s'inspire de la nature pour essayer de faire chuter une dynamique de population. Merci. Une bêtise de plus de ma part, on n'a jamais songé à jeter les tigres contre les moustiques. Mais une question, est-ce que ce serait adaptable à d'autres espèces invasives? Tiens, je pense au frelon asiatique dont on parle depuis des années en France. Oui, ce serait. Alors, techniquement parlant, c'est adaptable. Ça a été testé en Afrique avec les anophèles contre le paludisme. Oui. Ça a été testé au Brésil. Ça a été testé sur de nombreux continents déjà, avec des résultats finalement relativement mitigés à partir du moment où c'est pas suivi dans le temps et c'est pas massif. La problématique de ces techniques-là, il faut que ce soit massif. À très grande échelle et sur une longue durée. Et à partir du moment où il y a un des facteurs qui n'est pas réuni, eh bien, quelque part, on a des résultats qui seront de toute façon beaucoup trop discrets. Alors, par exemple, sur le frelon asiatique, la problématique n'étant pas forcément l'accouplement, la problématique étant la détection des reines avant qu'elle ait fécondé. De toute façon, cette reine, elle est déjà fécondée. Donc, quelque part, il faut trouver la faille dans le cycle de ces espèces-là pour comprendre à quel moment on pourrait s'immiscer dans le mécanisme de reproduction. Et ça, c'est clairement dépendant, c'est très dépendant de l'espèce, en fait. Oui, alors je rappelle quand même que si vous avez des jardins ou des balcons, évitez les coupelles avec de l'eau dedans. Bien sûr. Parce que c'est ce qui les attire. Merci beaucoup, Romain Lasserre, d'avoir accepté notre invitation. Allez, tout de suite, on va aller débloquer une arnaque. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Ah mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude.
Et le bon Flavio est avec nous. Flavio, alors ça va, toujours disponible? Ça va très bien, toujours disponible, encore une fois. Vous savez qu'on a ici les meilleurs imitateurs de toujours disponible, hein, Max. Bien sûr, mais c'est Zach qui l'imite le mieux. C'est vrai qu'il il le fait très très bien. Aujourd'hui, on s'est dit tiens, on va acheter un masque. C'est ça, voilà, tout simplement un masque à vendre sur un site de petites annonces, et puis finalement, ça cache quelque chose qui n'était pas forcément affiché, du moins indiqué au départ de l'annonce. Enfin, c'est un peu flou, voilà, le résultat dans l'appel. Allez, bah ouais, on écoute. Allô? Oui, c'est qui? Ouais, bon, je vous appelle pour la muselière à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible? La muselière? Oui. Oui, elle est encore disponible, oui. Oui. Je voulais savoir c'était pour quel type de chien la muselière là? Ça dépend. Vous êtes plutôt Doberman, plutôt Rottweiler ou plutôt Chihuahua? Dans quel sens de chien? De quel chien j'ai? Plutôt chien de salon, plutôt féroce. Je comprends pas dans quel sens. Moi j'ai pas. C'est pas pour un chien, la muselière. C'est pour quoi? Vous en avez jamais porté une? Enfin, moi non, personnellement non, mais pour un chien oui. Il y a des choses à découvrir. Dans quel sens? C'est quelque chose qui se porte, c'est pas pour le chien, mais pour faire le rôle du chien. Allez, ok. Bon, je crois que je me suis trompé d'annonce. Ouais. Oui. Non, vous êtes sûr? Quand vous voulez. Je pensais que c'était pour le. C'est bon. Merci quand même, hein. Bonne soirée. Vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose, Flavio? C'est possible, finalement. Comme dit, j'appelle pour une muselière. Finalement, on a découvert autre chose. Chaque fois que les annonces sont similaires, on a à chaque fois une surprise derrière une annonce qui semble un peu. Flavio, vous n'êtes pas joueur. Oui. Vous n'êtes pas joueur. Même vous nous apportez de l'érotisme. C'est invraisemblable. Je sais que ça plaît beaucoup à Philippe David. Ah non, le SM, c'est votre truc, pas le mien. C'est vrai qu'on aurait pu l'acheter, Flavio, et l'offrir à Philippe Bilger ou à Philippe David. Mais est-ce qu'il y avait la laisse assortie? Parce que il faut y aller. Pas sur l'annonce, mais je pense qu'on on creuse un peu à travers le vendeur, on devrait y trouver l'annonce. Ça peut vous intéresser? J'en ai déjà 2 des laisses. Pour quel lucide. Même le nonos. Hein. Voilà. Bon, c'est bien. Ce que j'aime, c'est que tout va avec tout. C'est-à-dire que la voix. Ah oui, le mec, c'est même la voix. Mais il était délicat, le gars. Oui, il était délicat. Au début, oui. Puis après, il a commencé à être en chasse. Pour une fois aussi qu'il n'y a pas d'insultes. Oui, pour une fois. Les récents épisodes, il y en avait un ou deux qui étaient à peu près polis. À peu près. Et puis disons-le, là, dans ces cas-là, il était tellement courtois, il parlait tellement même son matériel que BDSM, ça voulait dire bien décrire son matériel. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Son surnom, c'était la crampe, non? C'est ça. Pour les amateurs de films. À réécouter, bien entendu, sur sudradio.fr et sur le bon coin, sur le bon Flavio, pardon, avec notre ami Flavio qu'on retrouve demain. Vivement demain. Allez, vivement demain, bien entendu. Dans un instant, c'est le journal. Et puis la météo, qui sera encore bonne et chaude. Et Philippe David, il sera bon et chaud. Après avoir imposé le vélo partout, certains maires pédalent dans la choucroute. Retour en arrière. Oui. Ah, ça c'est clair, là ils pédalent en arrière, mais en vélo ça marche pas. Hein. On est un peu perdu. Allez, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Cécile de Ménibus. Et qu'est-ce qu'on l'aime, ce Rémi André, hein. Quel talent. Quand tu nous annonces un aussi beau temps, on ne peut que l'adorer. Mais il sait tomber tout, en pamoison. Ça va durer jusqu'à lundi, je crois. Vous voulez qu'on appelle Rémi André? Il sait exactement à quel moment ça va s'arrêter. Par contre, Philippe David, il est déjà en vigilance orange. Oui. Sa bonne vanne. Vivement le pavillon rouge. Elle est très bonne. Et voilà, c'est mon monsieur météo à nous, avec aujourd'hui Bérangère Dubu, Jean-Christophe Couvi, Philippe Bilger, et bien entendu, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même de très nombreux villages un peu partout en France, comme Saint-Brieuc, Mâcon, Bayonne, Lille ou Nice. Mais pourquoi ces nombreux villages, si distants les uns des autres? Parce que les municipalités ont mis en place des zones baptisées pied-à-terre. Pas parce qu'elles abritent des petits logements pour des locaux qui y reviendraient le week-end, mais pour une raison qui me semble purement surréaliste. En effet,
Après avoir fait la promotion du vélo partout en ville, nombre de municipalités, dont celles citées mais pas que, ont mis en place ces zones pied-à-terre dans lesquelles les cyclistes doivent marcher à côté de leur bicyclette. Oui, vous avez bien entendu, les cyclistes entrant dans ces zones doivent descendre de leur vélo et le faire circuler à leur côté, ce qui ne va peut-être pas toujours être facile pour les propriétaires de vélos électriques, qui sont parfois très lourds, ou pour les personnes transportant leurs courses ou leurs enfants, au singulier ou au pluriel. Une mesure probablement prise en raison du comportement de certains usagers de vélos et autres trottinettes, pour qui le code de la route est un ouvrage désuet au sein duquel les feux tricolores servent à décorer, tout comme les stops ou encore les lignes blanches continues. Mais plutôt que de mettre un nouvel interdit, cette mesure risquant de dissuader nombre de cyclistes d'aller en ville et de mettre encore plus de commerces en difficulté, l'hécatombe des fermetures étant loin d'être finie, ne serait-il pas mieux, on a un policier avec nous, de sanctionner les contrevenants ? Quitte à rester dans les mesures ubuesques, ne va-t-on pas envisager de demander aux automobilistes arrivant dans une zone accidentogène de descendre de leur voiture pour la pousser, les chocs frontaux étant beaucoup moins violents dans ce cas? En tout état de cause, les amendes aux contrevenants sont dissuasives puisqu'elles peuvent atteindre la somme de 150 € à Lille. Ne reste plus qu'à attendre, pour rire un peu, le premier refus d'obtempérer d'un cycliste courant aux côtés de son vélo en se faisant courser par la police municipale. On imagine le succès de la vidéo sur les réseaux sociaux. Ce qui est formidable. C'est Cécile qui m'a soufflé le sujet qui est très drôle, je trouve. Mais c'est bien. Merci. Donc, vous n'avez pas le choix de dire autre chose, de toute façon. Ce qui est formidable, c'est que souvent vous nous apprenez, enfin à moi, des choses. Je n'aurais jamais eu l'idée de regarder ça, et vous le faites très bien. Deuxième élément, plus sérieux, j'ai l'impression que certaines municipalités travaillent au jugé, en quelque sorte. Elles édictent des mesures. À un moment donné, on éprouve le besoin d'en rajouter. C'est complètement hallucinant. Alors moi, non. Moi, j'arrive à le comprendre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau. Les vélos, les trottinettes électriques sur les trottoirs. Ça, je suis d'accord. Les mecs qui roulent à 80, 90. Enfin, il y a des personnes âgées. Moi, j'ai mes parents à Périgueux qui sortent de leur appartement face à la mairie, et une fois sur deux, il y a un gars qui les frôle en trottinette, quoi. Alors, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les sanctionner. Oui, mais on peut pas mettre un policier partout. Ils sont pas mal occupés en ce moment, quand même. Mais en même temps, il y a les policiers municipaux qui sont là aussi pour ça. Ah bah oui. Voilà. Donc, je suis d'accord. Mais surtout, quand vous voyagez un petit peu, vous allez par exemple dans les Pays-Bas, en Belgique, etc. Ouais. Les gens respectent, en fait. Bien sûr. En France, c'est le Far West. Vous allez à Paris, c'est le Far West. Ah bon, on est bien d'accord. Donc on est obligé de légiférer. Nous, on a ça à Montpellier, où maintenant les vélos peuvent plus traverser la place de la Comédie, les trottinettes électriques ne peuvent plus traverser le centre-ville, les voitures non plus. On ne sait plus comment se déplacer. Et c'est parce qu'en France, on est exclusé excessif. C'est tout ou rien. D'un coup, on est tout vélo. Et donc on a des vélos partout, il n'y a plus de place pour les piétons. Puis après, on est passé au tout trottinette électrique. Et donc au lieu d'avoir de la mesure, mais c'est ce qu'on disait sur l'énergie, c'est pareil. Il faut des automobilistes qui aillent en ville pour certaines personnes. Il faut des vélos, il faut des piétons. Et donc on interdit. Mais nous, aujourd'hui, on a quand même un centre-ville où on ne peut plus y accéder à part à pied. Et c'est pas vrai, on ne peut pas aller à pied avec ses courses. Mais oui, donc quand on a des courses lourdes... Tu peux pas. Donc même le vélo devient un mode de transport aujourd'hui jugé indésirable. C'est totalement dingue. Mais ça montre un petit peu cette espèce de mouvance où je rejoins Philippe pour le coup. Les maires ne réfléchissent pas. On met tout dans le vélo, puis il y en a trop. Alors on met tout sur le piéton, mais ça marche pas. Ça serait bien un petit peu de ne pas être dogmatique, d'être pragmatique. Non mais vous avez remarqué, Bérangère, que votre lumière est tellement intense qu'elle a failli affaiblir. J'ai vu. Ça, c'est quand je suis nuancée, ça perturbe la lumière. Non mais je vais reprendre une chose. Philippe Bilger a dit les maires fonctionnent au jugé. Mais il n'y a pas que les maires, hein. Il y a les députés, il y a les ministres, il y a tout le monde qui fonctionne au jugé en France. Ah si, on prend des mesures comme ça, on lance un ballon d'essai, on dit tiens, allez, aujourd'hui c'est à la mode, on fait ça, et puis quand c'est fait, ça a coûté des millions, on dit tiens, mais finalement ça marche pas. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on ne s'adapte pas à la France, à la mentalité des Français. C'est-à-dire que quand on importe quelque chose, et en l'occurrence les vélos, qui sont plutôt, effectivement, quand vous allez en Belgique, quand vous allez dans ces pays-là, ou Pays-Bas, ils font hyper attention, et ils sont extrêmement rigoureux eux-mêmes. Chacun est rigoureux de l'espace de l'autre. Mais ça ne peut pas fonctionner chez nous sans légiférer. C'est impossible. Vous pourriez nous faire plaisir? Oui. Une seconde? Oui.
Avec votre accent. Ah bah oui, c'est sûr. De Belgique, ça marche mieux, dit. Moi, ça, c'est certain. Mais bon, voilà, ça, c'est le souci. Il faut adapter les choses en fonction du pays dans lequel vous êtes. Voilà. Mais c'est clair, c'est évident. On devrait prendre des chevaux parce qu'on est des vrais bourrins. Oui. Oh, Benito, j'adorerais, moi, venir à cheval à la radio. Ah, ça, c'est marrant, ça, oui. Avec beaucoup d'allure. Avec le caca à crotte derrière. Ah oui, j'adore. Et puis après, on fait du très bon engrais, 100% naturel. Exactement, on recycle. Oui, absolument. On monte une ferme. Comme dans la zizanie, vous savez. Oui, vous allez vous réveiller dans 2 secondes. Ça, c'est spéciste, ça respecte pas les animaux, c'est pas bien non plus. Mais j'ai un exemple de choses pas réfléchies. À Montpellier, quand on va à son garage, en fait, on ne peut pas avoir de laisser-passer pour les 2 roues, ils n'y ont pas pensé. Donc tous les jours, vous recevez un PV, est-ce que vous êtes passé en zone piétonne avec un véhicule à moteur, une moto ou un scooter. Et donc, quand vous le recevez, vous envoyez à la police votre quittance du garage qui prouve que vous rentrez chez vous et la police vous l'enlève. Voilà, parce qu'on a fait une zone piétonne sans penser à tous les gens qui habitent et qui ont des 2 roues. Pour les voitures, on a un badge, mais les badges de roues n'existent pas. C'est une bêtise, mais le temps perdu et l'argent que ça coûte aux contribuables d'envoyer l'amende et de faire, c'est monstrueux. Faire à défaire. Quand on voit ce que subissent les habitants de Montpellier, on peut dire que c'est des héros. C'est joli ça, bravo. Non. Mais HAU, bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas compris, je dis ça, je dis rien. Après ce très beau coup de gueule de Philippe David, que vous pouvez retrouver bien entendu en podcast sur Sud Radio. Dans un instant, nous allons enfin nommer un ministre et ministre de la jeunesse, parce que ça c'est important. Il nous en faut de la jeunesse, donc il nous faut un bon ministre. Et ce sera une ministre d'ailleurs, et juste derrière, un bon qui l'a dit, pour bien s'engueuler. Allez, compétition. L'émission aujourd'hui, on a... Voilà, oui, on a très envie. Parce qu'en plus, tout le monde est motivé. Ouais. On est en forme. On est en... Ouais. Mais c'est vrai. On a Philippe Bilger, toujours érudit. Est-ce que sur la route, vous faites attention aux autres ? Ah oui, toujours. Ah non, mais sérieusement. Oui, moi je suis policier, heureusement d'ailleurs. Oui. Vous savez, j'ai passé largement le 1 million de kilomètres dans ma vie. J'ai jamais eu un accident corporel. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est que quand on est très gros rouleur, on a quand même un plus gros risque que quand on fait 5000 km par an. Mais je fais hyper gaffe. Non, mais moi je disais le kilomètre du quotidien. Ah oui, on fait attention de bien se mettre pour les autres. On n'est pas sur son portable. On laisse passer les gens. On laisse passer les gens qui veulent traverser. On anticipe. Mais même nous serions les seuls comme ça ici. En Espagne, moi, ce que j'ai vu, ce qui était super bien sur les passages piétons, en fait, ils ont fait des dodanes sur le passage piéton, donc c'est surélevé. Et donc du coup, vous pouvez pas arriver très vite et vous êtes obligé à chaque fois de vous arrêter. Et quand quelqu'un traverse, du coup, vous êtes arrêté et vous passez après. Et ça, je trouvais ça très intelligent. C'est malin. Chez les Espagnols. C'est malin. En attendant, nous allons nommer un ministre. L'heure est grave, mesdames et messieurs. Et c'est le ministre de la Jeunesse. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et en l'occurrence, c'est une ministre de la Jeunesse. Sarah est avec nous de Bellegarde, dans le Gard. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir Madame la Ministre, on vous écoute, on a très envie de vous entendre. Ah ben c'est gentil, écoutez, vous voulez savoir quelles mesures je vais prendre immédiatement, je suppose. Absolument. Dès ma nomination, écoutez, je convoquerai tous les chefs d'entreprise et selon leur taille, je leur dirai qu'ils ont l'obligation de prendre tant de stagiaires selon leur taille et de, sinon les payer, mais au moins les défrayer. Parce que moi je trouve scandaleux que ce soit la galère pour les gamins, quels qu'ils soient, de la seconde jusqu'à je sais pas quel niveau, de chercher des stages qu'ils ne trouvent pas. Je comprends que les entreprises se méfient, mais si on s'occupe pas de la jeunesse, et puis ensuite quand on les prend, c'est pour en profiter. Donc on en profite, on les suce jusqu'à la moelle, on leur fait faire des stages photocopie café, alors que justement c'est l'occasion de transmettre des messages, de transmettre des savoir-faire, et c'est très important. Déjà, c'est une bonne chose. Et nous, je plus sois, puisque c'est ce que nous faisons avec nos stagiaires ici. Ils ont un vrai métier. Ah oui. Et ils sont considérés comme des journalistes. Absolument. Voilà. Philippe Bilger. On pourrait demander à Madame la Ministre si, au-delà de cette mesure très importante, elle a autre chose à proposer. Madame la Ministre. Moi, je les encouragerais à s'engager dans le secteur associatif parce qu'ils sont vissés derrière leurs ordinateurs et les associations manquent de bénévoles et il faut leur apprendre un peu l'altérité parce qu'ils sont vraiment enfermés sur leur noyau et sur leur nombril et il faut les ouvrir vers l'extérieur et puis les associations se meurent, on a besoin de jeunes. Ça c'est vrai. Moi sur le stage, je vais vous répondre et je suis pas d'accord. Alors moi je prends des stagiaires de 3e.
de certains quartiers, je prends tous les stagiaires qui se proposent. Moi, je suis courtière en crédit, donc je fais un métier de finance. Quand ils arrivent, ils ne savent rien faire, ils ne me servent à rien. Un stagiaire ne me sert à rien. Je lui apprends à calculer un taux d'intérêt, etc. Je lui apprends énormément de choses, mais déjà, ça me prend beaucoup de temps. C'est des semaines pour moi qui sont très compliquées. Je ne me vois pas le défrayer, je vais quand même pas payer quelqu'un pour qu'il apprenne de moi, ça n'a pas de sens. Et surtout, quand vous dites on les suce jusqu'à la moelle, non, dans les 3/4 du tertiaire, on ne s'en sert pas des stagiaires. Moi, il peut pas me faire un plan de financement, même faire des photocopies, c'est compliqué sur un chargeur professionnel qu'on scanne, etc. En une semaine, 15 jours, un stagiaire ne m'apportera rien. Je le fais parce que pour le coup, c'est un engagement citoyen, mais je me verrai pas payer quelqu'un pour qu'il apprenne. On est stagiaire parce qu'on apprend. Moi, j'ai fait des stages dans la presse, vous faites sur des hauts. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on nous donne une opportunité. Donc, dire aux entreprises qu'il faut en prendre, oui. Les forcer, je crois que ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas vous forcer à transmettre, on ne peut pas vous forcer à être bienveillant, on ne peut pas vous forcer à faire ça. Donc, il faut peut-être inciter, il faut dégager du temps, il faut faire plein de choses. Mais on ne peut pas payer quelqu'un pour qu'il apprenne de nous. Et il faut surtout sortir de l'idée, puisque si les stagiaires en profitaient tant, et que c'était tant de la main-d'œuvre gratuite, ils n'auraient pas de mal à trouver des stages. Il y a des stagiaires qui apportent beaucoup. Donc, dans les grandes classes, à partir des masters, dans les BTS, dans les bacs pro. Je vous assure. Moi, en troisième. Aux assises, j'avais des stagiaires exceptionnels. Ils me posaient des questions qui me faisaient réfléchir. Non, mais ils vous posent des questions, mais c'est pas que dans l'entreprise qui vous permet de rentabiliser. Donc, il faut inciter, oui, mais l'entreprise dégage vraiment du temps et c'est un engagement social. Des métiers plutôt très techniques, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, obliger chaque entreprise me paraît pas adapté. Attention, ça s'appelle effectivement, j'avais très peu de temps, donc je n'ai pas détaillé, mais ce que vous dites est tout à fait exact. Et moi, pour être enseignante, je sais très bien qu'il y a des stagiaires qui servent à rien aussi. Mais ce que je pense, c'est que, voilà. Mais ce qu'il faut également aménager, vous avez tout à fait raison, mais par exemple, désigner dans une entreprise une personne qui est de bonne volonté, on trouve toujours quelqu'un de bonne volonté. Quitte à réduire la quantité, c'est pas grave. Mais qu'il y ait toujours une personne dans une entreprise, évidemment, si c'est 3 personnes, vous comprenez bien, il ne faut pas être aberrant. Et ensuite, j'ai pas parlé uniquement de paiement, j'ai parlé de défraiement. Parce qu'on a quand même, et il faut quand même qu'il y ait une égalité des chances. Il y a des gamins qui sont obligés de faire des stages au kebab des copains parce qu'ils n'ont pas de sous et parce que leurs parents n'ont pas d'influence. Donc il faut quand même donner un peu, au moins les défrayer. On est d'accord. Transport, au moins du transport. Oui. Voilà, on est d'accord. Mais Madame a tout à fait raison. Il ne faut pas faire ça dans l'absolu. Comme d'habitude, il faut faire ça de façon mesurée. Mais voilà, mais permettre aux enfants, aux jeunes, d'avoir une chance de connaître les entreprises avec un bon poisson pilote, bien choisi. Voilà, je module un peu. Oui, tout à fait. Moi, sur 3 jours, mes stagiaires, sur une semaine, je les prends que 3 jours parce que je préfère passer 3 jours à les faire travailler que les laisser 5 jours. Donc, je préviens toujours que sur la semaine, je leur fais, eux, ils sont ravis parce que du coup, ils bossent pas le vendredi et le mercredi. Mais voilà, je fais 3 jours intenses avec eux dans mon bureau où on les garde à fond. Et c'est vrai que moi, je me régale à faire ça. C'est passionnant. J'interviens dans des lycées, des collèges, des BTS. J'aime beaucoup faire ça et on découvre plein de trucs sympas chez les gamins. Ils apprennent beaucoup de choses. Mais effectivement, compliqué à généraliser. Déjà, ça s'appelle un stage découverte. Donc, effectivement, on peut pas non plus leur donner beaucoup de tâches, mais en même temps, c'est intéressant parce que ils ont cette immersion dans le monde de l'entreprise. Ils voient aussi, ils découvrent. Mais en même temps, ce qui est compliqué, effectivement, c'est trouver un stage. Et moi, je vois des parents, des fois, alors si on n'a pas des réseaux, on n'arrive pas. Et il faudrait faire une bourse pour les stages et pour aider les jeunes à aller justement dans des endroits qu'ils ne connaissent pas et sur lesquels ils n'auraient pas pensé aller. Et ça, c'est important de le faire. C'est intéressant pour découvrir des métiers, des compétences, et c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir joué le jeu. Au revoir. Merci, Madame la Ministre. À très bientôt. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et tout de suite, c'est le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu commence par: nous sommes pris en étau entre le RN et LFI. Si nous voulons l'écarter, il va falloir y mettre de la passion. Attal. Non. Un ancien ministre connu pour ses talents d'écrivain. Bruno Le Maire. Bonne réponse de Bérangère Bubu qui a été la plus rapide. Qui c'est qui l'a dit sur Raphaël Glucksmann? C'est un poète qui plaît à quelques intellos parisiens. Il commence ses phrases le lundi et les termine le vendredi. Dati? Non. C'est un homme. Un homme. Et c'était qui était, ce matin sur Sud Radio. Qui était LR avant. Oui, qui était LR avant. Et qui ne l'est plus. Il ne l'est plus. Darmanin? Non. Ciotti? C'est pas Muselier, non? Non. Lisnard? Non. C'est un vice-président. Wauquiez? Non. C'est pas Chenu? Si. Oui. Sébastien Chenu. C'est drôle. Il commence ses phrases le lundi et les termine le vendredi. C'est injuste. Mais bon, c'est drôle tout de même. Mais c'est drôle tout de même. Non, c'est vrai, c'est le mercredi.
Allez, à vous, Philippe. Non, c'est à vous, Cécile. Non. Si, c'est moi qui viens de lire Chenu. J'y vais. Qui c'est qui l'a dit? Je veux créer une assemblée nationale des Marine enfants. Tondelier. Bonne réponse de Bérangère. Marine Tondelier qui veut créer une assemblée nationale des enfants. Qui c'est qui a dit? Il n'y a aucun débat autorisé sur la suppression de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Dès qu'on en parle, on est traité de raciste. C'est le RN, ça. Non, c'est pas le RN. C'est pas le RN. Non. Non. C'est pas Attal, c'est pas le RN, c'est un autre parti. Un autre parti. Avec quelqu'un qui vogue, voilà, un ancien ministre. Qui vogue. Qui est devenu maire depuis très longtemps. Oui. Lisnard? Non. En Ile-de-France. En Ile-de-France. Dupont-Aignan? Non. Non plus. Non. Et le on peut dire qu'il hésite entre un parti et un autre quel est le pluriel de mal? Le pluriel de mal. Le maire de mots. Oui. C'est coupé. Merci Bérangère. Merci. On fait 50-50? Non, ça fait pas 75-25. Je ne suis pas socialiste, Bérangère. Question qui c'est qui l'a dit? J'ai une responsabilité particulière parce que je suis le seul sur cet espace politique de la gauche démocratique à avoir fait un score à 2 chiffres sur une élection nationale depuis plus de 10 ans. Facile. C'est Hollande, Mélenchon. Non, le seul qui a fait un score à plus de 2 chiffres sur la gauche sociale. Bah oui, Glucksmann. Il a fait 14 aux européennes. 14, Vous non. n'avez pas dit Glucksmann? Non. Mais pas du tout. C'est pas beau de tricher. Mais Mais il non, a mais non, vous pensé. croyez pas. On remet la vidéo comme au match de foot. Faut la VAR. La VAR des Qui vrais. c'est qui l'a dit sur Raphaël? J'ai trouvé ça drôle, hein. Surtout venant de qui ça vient. Sur Raphaël Glucksmann qui se donne 3 mois pour décider de sa candidature. C'est une nouveauté. On a un candidat à durée limitée qui se soumet à l'épreuve de la notoriété pour décider. Je ne viens pas pour vous dire moi. Je viens vous dire nous. Quelqu'un d'assez grandiloquent. Villepin? Bonne réponse. C'est bien, on dit grandiloquent, il arrive directement. Question qui c'est qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon voit des fascistes partout, mais il ne voit pas le premier des fascistes qui est Jean-Luc Mélenchon. Très juste. Juste. Marine Le Pen? Non, c'est pas RN. C'est pas RN. Non. C'est quelqu'un. C'est pas Retailleau? C'est quelqu'un que Madame Dubu adore. David Lisnard. Bonne réponse. Je l'ai placé 3 fois, fallait pas que ça marche. Oui, c'est ça. C'est du bourrage de crâne. C'est ça. Alors. Bien écoutez, 4 pour Bérangère Dubu, 3 pour Philippe Bilger. 0. Et comme hier, avec notre ami Bruno Pomar, la police, on va dire, est un peu longue. Le 17 Non, mais sonne très la police est généreuse. Voilà. Donc elle donne les points aux autres. mais nous, Elle s'efface. Nous, on est occupés, on n'a pas le temps d'écouter J'ai la radio, lire les 4,50. bouquins. Si, les livres, oui, mais pas écouter les journaux et tout, on n'a pas le temps. Ah oui, bien sûr que vous n'avez pas le temps. Ouais. Les amis, dans un instant, la question du soir. Face au changement climatique, faut-il généraliser les climatisations partout en France? Eh bien, vous dites non à 63%, avec beaucoup de réactions. Tiens, David, encore un, qui dit moins de béton, plus d'arbres pour avoir des zones de fraîcheur, mais il faut les entretenir. Du coup, les municipalités préfèrent le béton. Et on a une autre remarque, alors je sais pas, c'est vrai, qui répond, c'est Aurore. Les mairies reçoivent des primes à chaque arbre coupé. Ça, je demande à voir, mais si c'est le cas, ce serait vraiment intéressant. Et avec Ophélie qui est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Est-ce que vous dites que face au changement climatique, il faut généraliser les climatisations partout en France? C'est oui ou c'est non? Oh oui, parce qu'il y en a besoin, surtout chez les plus âgés, les plus jeunes. Eh ben, restez avec nous, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Île de Ménibus. Soyez les bienvenus et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter de 17h à 19h et sur du matin au soir. Surtout Absolument. aussi, c'est important aussi de nos camarades qui le méritent aussi largement. On est avec Philippe Bilger, Bérangère Dubu et Jean-Christophe Couvi, Philippe David bien entendu. Et c'est la question du soir. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien, 13 départements aujourd'hui sont en vigilance orange canicule. C'est l'ouest du pays, depuis la Gironde jusque vers la Manche et le Finistère. Et sur le reste du pays, une vingtaine de départements sont également en vigilance jaune canicule. Bien sûr, il faut continuer à lutter contre les causes du réchauffement climatique et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut aussi s'adapter aux effets du réchauffement climatique qui sont là. Et parmi les outils d'adaptation, il y a la climatisation. La climatisation, c'est pas une solution magique. Quand vous
installez un climatiseur, vous savez que ça rejette de l'air chaud à l'extérieur. On connaît tous des Français qui ont du mal à payer leur facture de chauffage l'hiver, et donc maintenant ils auront du mal à payer leur facture de clim l'été, c'est ça qu'on leur propose. Les vraies voix Sud Radio. Et face au changement climatique, faut-il généraliser la climatisation partout en France, Philippe ? Et vous dites non à 63% avec beaucoup de commentaires. J'aime beaucoup ce pseudo. Conte du Saint-Empire. Pour les personnes fragiles, âgées, handicapées, jeunes enfants malades, on protège les nôtres avec un pouce levé. Et on a Super X-Fair Girl qui nous dit, bien sûr, on met le chauffage en hiver pour des raisons de survie, on doit pouvoir le mettre la clim en été. La canicule fait du mal au corps. En 2026, 28% des maisons françaises sont équipées d'une climatisation contre 13,4% des appartements. Ophélie du Gers est avec nous. Bonsoir Ophélie, bienvenue. Bonsoir les vraies voix, enchantée de vous avoir. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Vous dites un grand oui, vous ? Alors, moi, je dis surtout un grand oui pour tous ceux que vous avez cités, personnes âgées, petits, handicapés. Moi, j'essaye de m'acclimater, on va dire. Voilà, je suis dans un logement où j'ai la climatisation, je suis locataire, mais j'avoue, effectivement, payer ma facture d'électricité devient très compliqué. Oui. Donc, je ne la mets pas. Voilà. C'est ça. Donc, vous vous accommodez, vous trouvez des solutions. Voilà, j'adapte mes horaires de travail et voilà, je fais comme ma collègue Guy l'a dit tout à l'heure. La nuit, j'ouvre mes fenêtres, voilà, mes portes, j'essaie de faire des courants d'air. Mais il fait encore 23 dans la maison quand même. Hein. Ouais. Bon, mais voilà. C'est beaucoup c'est toujours pour... meilleur chez moi que dehors. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup pour dormir. Philippe Bilger. Oui. Je rejoins Ophélie. Je trouve qu'on abuse un peu de la climatisation. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la chaleur. Pourtant, il y a des endroits où dans les chambres d'hôtel ou ailleurs, ne riez pas, mon cher Philippe, c'est pas au Cap d'Agde. Bah si, il fait chaud là-bas. Je trouve qu'on en abuse et on attrape des rhumes. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajuster la climatisation pour les personnes, évidemment, qui ont plus de mal avec la chaleur? Je trouve que ça dépense beaucoup et par moments, c'est inutile. Alors, quand on voit les États-Unis, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à New York, vous marchez sur les trottoirs, vous avez froid, alors qu'il fait 50 degrés, tellement il y a de clim, ils sont complètement fous, en fait. Tous les pays chauds. Oui. Tous les pays chauds, en fait, ils ont des clims et quand vous rentrez dans des magasins ou ailleurs, c'est glacé, vous avez froid. Non, mais je trouve effectivement il faut préserver quand même les personnes âgées, les jeunes. Et puis après, la canicule, c'est pas toute l'année, donc c'est par vague. Donc on peut aussi mettre la clim que de temps en temps. Mais avant aussi, les anciens, ils savaient construire des maisons. Il y avait des maisons en pierre qui étaient bien isolées. C'est sûr. Le froid rentrait pas. Enfin voilà. Et je pense qu'il faut repenser aussi la façon de construire les habitations aujourd'hui. La question de la clim, alors moi si on veut régler le problème des retraites, non, il faut pas mettre de clim puisque ça tue quand même, ça a tué 40 000 personnes, la chaleur en France, depuis 2017, donc c'est grave. Moi, chez moi, j'aime la chaleur, donc je ne l'ai pas. Je suis incapable de travailler dans mes bureaux sans climatisation et je n'ai pas le droit de faire travailler mes salariés sans climatisation. Il faut savoir que quand même, on a fait plein d'études dans tous ces pays. Quelqu'un qui travaille au-dessus d'un certain pourcentage d'une température fait 10% d'erreurs en plus. Mais ça peut être un ingénieur, ça peut être un chirurgien, ça peut être un policier qui est énervé lors d'une garde à vue. Enfin, c'est des soignants, c'est quelque chose de dangereux. Donc pour moi, il faut de nouveau ne pas être dogmatique. Il est logique d'équiper tous les lieux publics, les hôpitaux, les commissariats, les professionnels, et de laisser les Français mettre un climatiseur dans des chambres qu'on allume à la marge. Il ne faut pas être dogmatique, ça ne coûte pas si cher. Mais aujourd'hui, c'est quand même interdit dans les habitations neuves. Si vous mettez la clim, vous perdez la norme BBC, etc. Et votre prêt à taux zéro. Donc cette interdiction n'a aucun bâtiment sens. Basse consommation. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est totalement interdit. Mais c'est surtout pas adapté au changement climatique. Et pire que tout, c'est qu'on vous met des pompes à chaleur qui sont bloquées sur froid, parce que votre pompe à chaleur qui fait les deux, si on vous laisse l'option froid, vous perdez justement l'appellation basse consommation. Donc on vous met des appareils qui ont été conçus pour ça, avec un prix conçu pour ça, bloqués par les normes gouvernementales, et après les gens crèvent de chaud en appartement. C'est stupide. Mais c'est stupide dans cette norme de dire on pouvait mettre une pompe à chaleur, mais vous pouvez en utiliser qu'une seule fonction sur les deux. Non mais là on revient, c'est comme les vélos, c'est uburois. Alors moi je crois qu'il y a quand même un changement de paradigme. J'en parlais tout à l'heure avec des gens dans le hall d'entrée de Sud Radio, les personnels d'accueil.
Je leur dis, moi je me souviens, en 76, année de la sécheresse, il n'y avait pas de voiture climatisée à l'époque, et on avait fait, il n'y avait pas d'autoroute non plus, 900 et quelques kilomètres de Paris aux Hautes-Pyrénées, avec les 4 vitres ouvertes parce qu'il faisait 35 ou 40 degrés. C'était mais insupportable. Mais on le supportait. Mais c'est très agréable. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a tous depuis une vingtaine d'années une voiture avec la clim, moi la première voiture avec clim que j'ai vue, c'était aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, au milieu des années 80, tout le monde avait la clim. En France, personne ne l'avait dans la voiture. Et moi j'ai une pensée pour avoir visité pas mal d'usines. Les usines, c'est pas climatisé très 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 souvent. Et quand vous allez dans des pays chauds, j'y suis allé, où il fait une chaleur, les boulangers, etc. Là, c'est quand même très très dur professionnellement. Et c'est pour ça, moi, je me dis comment est-ce qu'on peut travailler un boulanger dans un moment comme ça, mais c'est terrible. Il est devant son fournil et il sort. S'il n'a pas la boutique climatisée, faut qu'il aille dans la rue parce que c'est là où il aura pratiquement le plus frais, mais il fera quand même 35 degrés, ce qui est quand même complètement fou. Sidérurgie, c'est terrible. Là, vous êtes à 1200 degrés. C'est horrible. La fusion. Juste, et d'ailleurs, c'est très injuste socialement parce que les appartements souffrent plus de la chaleur que les maisons. Les appartements sont en ville. Quand vous ouvrez, il y a le bruit. Il y a une enquête quand même qui prouve également que les violences conjugales et les crimes augmentent lorsque les températures augmentent. Vous allez confirmer. Parce que ça énerve tout le monde. Donc il y a quand même un enjeu social de bien-être qui dépasse le dogme. Et puis moi, ce que j'adore, c'est qu'on nous fait la leçon sur les clims, l'économie d'énergie, ce qui peut être louable, alors que on va en Arabie Saoudite et ailleurs, et on construit des grands hangars avec des pistes de ski, des stades réfrigérés, etc. Et alors eux, c'est open bar. Hein. C'est-à-dire que personne va leur dire, attention, la planète, pas bien. Non. Et nous, par contre, tous les jours, on nous met la tête dans le pipi en disant, t'as vu ce que t'as fait, c'est pas bien quand même. Hein. Bon, ben ça, il y en a marre. Oui, c'est vrai que on avait certains ministres comme Madame Pannier-Runacher qui disaient la clim, et on voyait que derrière elle il y avait la clim. Qui était contre elle, il y avait 2 immenses clims. C'était très drôle ça. Allez, le 0826 300 300 avec Hervé qui est avec nous. Bonsoir Hervé, bienvenue. Vous nous appelez de Bordeaux où il fait très chaud aussi, je crois. Oui, bonsoir. Oui, il fait 37 là. Ah oui. Ouais, pas mal. D'accord. Ça va. Ah oui. Je vous appelle sur ce sujet-là. J'interviens très rarement. Je faisais du suivi de chantier sur des résidences neuves. Donc, mon métier, c'était de livrer des appartements. Oui. Je faisais du suivi de chantier. Actuellement, je suis agent immobilier. Donc, moi, si je vous appelle sur ce sujet-là, c'est que, en ce qui concerne la climatisation, on peut pas être systématique. Il y a des logements. Dans ce que moi je livrais, je suis un peu ému. Il y a des aberrations dans les constructions neuves. On peut faire des constructions labellisées NS, HQE, 9 étoiles, etc. Où on interdit, on vend des logements sans clim. On a des super isolations, des super systèmes de chauffage pour l'hiver, et l'été on crève de chaud. Pourquoi on peut crever de chaud? Suivant les conceptions des bâtiments, il y a des bâtiments qui sont face sud, orientés face sud. Il n'y a pas de casquette, il n'y a pas de. Pour moi, c'est des aberrations. C'est-à-dire que les vitres, toutes les façades sont chauffées directement. Ensuite, il y a des logements, ceux qui souffrent le plus de chaleur, ça va être les petits logements, les studios. Les studios, ils ont souvent qu'une seule fenêtre. Et une fois que la chaleur rentre dans les appartements actuels, la chaleur reste. Oui, il y a pas l'air ne circule pas du tout. Hein. Exactement. Ça, vous verrez. J'ai livré un hôtel à Bordeaux. Un hôtel, c'est que des chambres. On crevait de chaud. Donc là, l'hôtel a dû faire budgétiser la climatisation de toutes ses chambres. Oui. Alors c'était, si vous voulez, dans le neuf, on le fait pas. Là, j'habite dans un quartier neuf à Bordeaux. J'ai moi-même acheté dans du neuf. Je préconise les gens d'acheter orienté nord. Moi, je suis j'ai acheté. Je suis orienté face nord. Ouais, bientôt ce sera beaucoup plus cher le nord que le sud. Hein. Oui. Avec les montées, l'augmentation des. Non, mais c'est pour vous dire, moi je suis, si vous voulez, je construisais, moi j'ai acheté au nord. Je suis content, il fait 25 dans mon appart. Là actuellement, je mets des ventilateurs. C'est déjà chaud, hein. Il fait chaud, mais je mets des ventilateurs par contre. J'ai des ventilateurs au plafond. J'en ai partout, comme à l'étranger, et ça marche très bien. Après, pourquoi on ne peut pas généraliser? J'ai dans mes clients aussi des jeunes couples qui ne veulent pas de la clim. Ils peuvent souffrir plus que des vieux, entre guillemets, de la chaleur. Donc eux, ils refusent de mettre de la clim par principe, par économie. Ils se débrouillent très bien avec ça. Après, il y a des personnes qui ont un budget, qui
sont aussi jeunes et qui veulent la clim. Parce que la clim en été, moi j'ai essayé, j'avais la clim avant, j'ai abandonné la clim, je me suis mis à des ventilateurs. Ça faisait une consommation, je consommais plus que mon chauffage. Je trouvais ça ridicule. Voilà. Donc en fait, pour moi, on peut pas systématiser. Les gens, il y en a qui sont susceptibles de souffrir davantage, d'accepter la chaleur que d'autres. Et après, il y a surtout une mauvaise conception des bâtiments où on livre des appartements, des résidences neuves actuellement, avec des façades exposées plein sud, sans casquette, sans balcon. Et pour moi, c'est aberrant. Et surtout, sans être végétalisé aussi. Ça aussi, ça peut être. Et après, on parle de végétalisation. C'est pas parce qu'on met des arbres sur des trottoirs que c'est. Non, mais moi je parlais des façades. Il y a des façades, et donc comme il y a de l'eau qui nourrit, c'est vrai que c'est moins difficile. Bougez pas, Hervé. Oui, je voulais juste dire, Hervé, ce qui est très vrai à l'étranger, il y a toujours des ventilateurs au plafond. Et en France, culturellement, ça se fait pas. Alors que moi, ça suffit largement. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, le problème de la clim, c'est que quand vous l'avez pas conçu au départ, votre compresseur, vous pouvez le mettre qu'en façade. Et ça pose un problème esthétique, un problème de bruit pour le voisin. Ça, c'est une vraie nuisance pour les voisins. Et avec les villages classés, les villes classées, Paris, des bâtiments de France. Alors que si c'était conçu au début, les compresseurs seraient mis à l'étage comme les chaudières, etc. Enfin, sous les toits, et il n'y aurait pas de problème. Donc c'est totalement... Aujourd'hui, on ne peut plus rajouter de climatisation. Les gens le font quand même. Ça crée des conflits de voisinage, etc. Prévoyons dès le départ des compresseurs généraux, et après, chaque appartement se raccorde ou pas et paye ou pas. Ça serait justement faire ce fameux cas par cas, mais laissons la possibilité. C'est vrai. Non, puis la chaleur pour les jeunes, c'est bien comme ça. On dort tout nu avec un peu de ventilateur, ça rapproche les corps, et ma foi, on fait du bébé. On relance, oui, c'est le réarmement démographique. Et le ventilateur fait qu'on n'entend pas les hommes ronfler. On n'entend pas son conjoint ronfler avec un ventilateur. Double efficacité. Permettez-moi de m'opposer à ce propos sexiste. Il n'y a pas que des hommes qui ronflent. Oui. J'ai des témoins. Bien sûr que si. Ah, mais pas du tout. Ah, bien sûr que si. Nous, on ne ronfle pas. Non, jamais. Les femmes ne ronflent pas. Les femmes ne ronflent pas. Nous, on n'utilise pas les toilettes. Non. On ne ronfle pas. Non. On ne sent pas des pieds. Non. On ne sent pas de la bouche. Non. Voilà. On dort en lévitation, on se réveille fraîche comme des roses. Exactement. J'ai entendu le summum du sexisme là en 30 secondes. Merci beaucoup en tout cas, Hervé. Merci beaucoup Ophélie. Merci beaucoup les amis. Dans un instant, la petite phrase du jour, c'était Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député du Nord et vice-président du RN, qui était l'invité ce matin de Patrick Roger. On en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite avec Philippe Bilger, Bérangère Dubu et Jean-Christophe Couvi. À partir de 19h, monsieur David. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de la canicule, évidemment. Comment ça se passe? Pas trop dur le travail? Vous avez la clim? Venez témoigner au 0826 300 300. On va parler double actualité. Vous avez vu les affaires de périscolaire à Paris. Est-ce que vous êtes confiant envers les adultes à qui vous confiez vos enfants? Petits ou moins petits, est-ce que vous avez confiance quand vous voyez tous les scandales qui sortent les uns après les autres? Et on parlera également des salaires, puisque avec la hausse du SMIC, 70% des branches vont avoir des salaires inférieurs au SMIC. Est-ce que vous êtes assez payé à votre avis dans votre travail? Ou pas assez? Ou trop? Venez nous le dire au 0826 300 300, même si je doute que vous n'allez pas être très nombreux pour la troisième hypothèse. Ou en tout cas, ils ne le diront pas. La petite phrase du jour, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député du Nord et vice-président du RN, était l'invité de Patrick Roger ce matin sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il y a des métiers en tension, que dans la restauration, dans les chantiers, c'est des métiers en tension. Ça fait 30 ans qu'on ouvre les vannes de l'immigration et que les métiers sont toujours en tension. Donc le problème, il est quoi? Le problème, il est salarial, il est dans le fait qu'on ne traite pas les questions de transport et de logement, et que du coup, on fait venir des gens qui acceptent d'être payés pas cher, qui acceptent d'être payés au black, qui acceptent de faire 2 heures de transport ou d'être très mal logés, parce qu'effectivement, ces métiers ne sont pas attractifs. Philippe Bilger. Est-ce qu'on a le droit de dire que quelqu'un du Rassemblement National a raison? Si aujourd'hui il dit qu'il fait chaud, vous n'allez pas dire qu'il fait froid. En effet, donc il a totalement raison. C'est difficile de dire. Non, c'est logique, mais c'est logique. En fait, il y a 1 million. Il y a par exemple, là, en ce moment, il y a 8 millions de chômeurs, et je sais qu'il y a 1 million d'offres d'emploi. Et en fait, elles sont pas prises parce que justement, il faut penser aussi à faire bouger les gens, essayer de. Alors moi, j'aime bien le concept de demandeur d'emploi. J'aime bien les chercheurs d'emploi aussi.
Voilà. Et je pense qu'il faut inciter les gens aussi à aller chercher l'emploi. Il y en a, mais encore une fois, est-ce qu'à un moment donné... c'est intéressant. Oui, on dit toujours demandeur d'emploi, mais il y en a qui cherchent des emplois vraiment. Moi, j'en connais qui supportent pas de rester au chômage, et donc leur obsession, c'est de trouver un boulot très rapidement. Et d'autres qui disent, moi, je prends 6 mois, de congé entre guillemets, parce que de toute façon, j'ai du chômage qui tombe. On les doit. J'ai cotisé, etc. Enfin, il y a de tout. Alors bien sûr, c'est toujours à la marge. Je fais pas. Quand on est au chômage, je pense qu'on est plus dans la difficulté que dans le bonheur de dire j'ai 6 mois de vacances. C'est pas ça. Mais vraiment, je pense que pour certains, effectivement, je préfère le terme chercheur d'emploi plutôt que demandeur d'emploi. C'est un peu ce que je disais l'autre jour à votre antenne. Et moi, en tant qu'employeur, je considère que si on ne trouve pas de gens, il faut juste augmenter les salaires. Donc, je suis contre une immigration parce qu'on ne trouve pas de gens et qu'au bout d'un moment, à force d'augmenter les salaires, on trouvera des gens. On a des Français, j'ai lu un article, qui partent en Australie travailler à la mine, des jeunes pour 7 000 € par mois. Finalement, c'est pas le travail qui les rebute, c'est le salaire qui fonctionne pas. Donc, oui, si on ne trouve pas, on augmentera les salaires, mais la solution, c'est pas de faire venir des gens pour mal les payer, mal les faire vivre. Je suis vraiment contre ça, mais je disais l'autre jour, quoi. Non, mais on a et tout le monde ne veut pas travailler, Bérangère. Il y a un rapport au travail tout à fait. Et sur s'est dilaté. Sur le droit au chômage, c'est un de mes combats. Quand les gens disent sur Twitter, j'ai cotisé, j'y ai droit. Outre le fait que c'est pas parce qu'on paye une assurance auto qu'on brûle sa voiture tous les 6 ans pour la changer, même si j'aimerais bien changer ma petite Fiat 500, voilà. Il y a un autre problème aussi, qui est que quand vous cotisez, il vous faut 20 ans de cotisation pour avoir droit à vos 18 mois de chômage, vu que c'est 6%. Donc les gens qui vous disent, j'ai travaillé 4 ans, j'y ai droit, c'est mes cotisations. C'est pas vrai. Il faudrait que tu aies travaillé 20 ans pour avoir droit à 18 mois. Donc il y a tout ça qui se mélange, mais en tant qu'employeur, je pense que qu'on ne trouve pas, on augmente les salaires et c'est tant mieux pour tout le monde. Non mais je crois qu'il y a quand même un problème. On nous dit on manque de gens pour faire la plonge dans les restaurants. Mais il y a plus d'1 million de personnes au RSA. Qu'on me dise pas que les gens au RSA sont pas capables d'aller faire la plonge dans les restaurants. Moi, la plonge, je l'ai fait au service militaire, ça s'appelait le TIG ordinaire, vous voyez, où vous mettiez tous les trucs dans les machines à laver, vous débarrassiez les tables, quand vous faites vos classes, vous passez par là, et je vois pas, c'est pas du tout un métier humiliant. Moi j'ai fait des palettes. Il y a faire des palettes et ça dépend de qui vous êtes, Philippe. Mais les gens qui ont des années d'études et pour eux c'est compliqué. Moi j'étais responsable de directeur commercial. Quand il y avait besoin d'un coup de main, je faisais des palettes. Je montais, je câblais des luminaires avec des ballasts, des amorceurs, des condensateurs, etc. Donc dire qu'on a besoin de monde pour aller faire la plonge dans les restaurants, c'est se foutre du monde. Il n'y a pas d'autre mot. Se moquer du monde. Juste, je rebondis sur ce que vous dites, Cécile, en disant qu'on a fait des études. Moi, j'ai fait des études. Je suis arrivée à Marseille, j'avais pas de boulot. J'ai été vendeuse de vêtements pendant 9 mois rue de Rome. J'ai ma sœur qui est une brillante diplômée, attachée de presse brillante, qui entre 2 CDD dans la presse, a bossé chez un traiteur, ça l'été dernier. Je crois qu'en fait, la première devoir de tout humain, c'est d'être indépendant, libre et autonome. Donc, il n'y a pas de j'ai fait des études. Que tu y fous pas, tu dois travailler. Enfin, travailler pour ne pas dépendre des autres de la société. C'est la base. Après, que les salaires soient pas, c'est autre chose, mais quelles que soient nos études, on doit subvenir à nos besoins. Je dis que certaines personnes qui ont fait des études ou qui aujourd'hui ont entre 40 et 50 ans, ça, c'est différent. Voilà. Non, mais je parle d'un âge. Moi, je parle plutôt des jeunes, c'est vrai. Voilà. Et c'est pas du tout la même chose. Moi, il y a 10 ans, à peu près, j'avais pas de travail. Donc, j'ai fait des cartons pour une entreprise. Voilà. Ah oui. Pendant un an. C'est un état d'esprit en fait. C'est très bien. Après, il y a le bassin d'emploi. Effectivement, vous êtes dans la Dordogne, vous ne trouvez pas d'emploi. Il y a des emplois à Paris. La problématique, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas déménager sur Paris pour vous loger et tout. Vous pouvez pas. Donc en fait, il faut aussi trouver. C'est pas l'assistanat parce que j'ai horreur de l'assistanat, mais trouver quand même un point pour pouvoir pousser les gens à aller vers les emplois. Et en fait, comment on travaille? On travaille pourquoi? Parce que soit on a besoin de travailler, soit on a l'envie de travailler. C'est les deux choses qui vous poussent à travailler. Oui, mais moi, j'avais pas d'enfants. Et aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin de travailler. J'avais pas d'enfants. Quand vous avez des enfants, vous avez besoin de vous en occuper. Il faut, si vous allez travailler, que vous n'avez pas de sous. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, après, il y a des individualités qui sont pas toujours faites. Mais toujours. Mais il y en a qui font des calculs aussi. Vous pourriez devenir sociologue. Oui. Non, mais... déjà, s'il pouvait s'occuper s'il pouvait s'occuper de mon truc orange, ça serait bien. Si vous avez un problème avec votre téléphone aujourd'hui, regardez Philippe David sur la vidéo. Vous verrez que c'est Monsieur Orange. C'est ce qu'on m'a dit quand tu rentres tout à l'heure. On a dit pas le physique. Vous avez un problème de téléphone, je vais donner le vôtre à l'antenne. Vous savez ce qu'on a dit? Tout le monde a éclaté de rire quand je suis rentré. Jean-Marie Bourdin m'a même filmé. On dit tiens, voilà la DDE. Alors exactement, si vous avez un problème de DDE ou un problème de vous faites le 07 82
2. Vous n'êtes pas joueur, Philippe David. Allez, merci en tout cas Bérangère Dubuis, merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, merci Philippe Bilger. Dans un instant, François-Louis Bourneau et puis Monsieur Dépannage, Philippe David. On va parler donc de la canicule, on va parler du périscolaire. Est-ce que vous faites confiance aux gens à qui vous confiez vos enfants et vos adolescents? Et les salaires, pensez que vous êtes assez payé? Il y a un problème de salaire en France. On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et merci Antonin, merci Isaac, merci François-Louis, merci Maxime. Et merci Quentin. Passez une très belle soirée avec Philippe David. Et à partir de 20h, Magali Berda. On ne vit pas dans la même France. Salut, à demain.